Certains films dans le vieux Hollywood étaient si scandaleux qu'ils ont presque détruit Hollywood. Voici les 15 films de l'époque pré-code qui ont non seulement changé l'histoire de Hollywood, mais ont aussi presque détruit Hollywood. Le chanteur de jazz, 1927. Le chanteur de jazz est un film emblématique qui a transformé à jamais le paysage du cinéma en étant le premier long-métrage à inclure des dialogues synchronisés. Sorti en 1927 et réalisé par Alan Crosland, le film a marqué le passage dramatique des films muets aux films parlants. Au cœur du film, The Jazz Singer raconte l'histoire de J.K. Rabinowitz, un jeune homme déchiré entre les traditions de son héritage juif et son désir de se faire une carrière dans le divertissement populaire. Avec Al Jolson en vedette, dont la présence scénique dynamique et le talent musical ont captivé le public, l'introduction du son enregistré dans le film a non seulement révolutionné la narration, mais aussi redéfini l'art du jeu d'acteur et de la production cinématographique. Cette innovation cinématographique a suscité à la fois de l'enthousiasme et de l'appréhension au sein de l'industrie du film. Les studios ont rapidement reconnu que la technologie sonore exigerait une révision complète des techniques de production, allant de nouvelles caméras et éclairages à des styles de mise en scène révisés qui prenaient en compte la livraison des dialogues. Malgré les limitations techniques initiales et les critiques mitigées des traditionalistes, l'impact culturel et commercial était indéniable. Les spectateurs se sont rués pour voir un film qui comblait le fossé entre la narration visuelle muette et l'immédiateté des mots parlés et de la musique, créant ainsi un nouveau langage du cinéma. Le chanteur de jazz se dresse ainsi comme une réalisation monumentale, non seulement pour ses prouesses techniques, mais aussi pour son influence sur la structure narrative, ouvrant la voie aux futures générations de films pour explorer des personnages complexes, des dialogues riches et une fusion harmonieuse du son et de l'image. Metropolis, 1927. Réalisé par Fritz Lang, Metropolis se dresse comme un chef-d'œuvre monumental du cinéma expressionniste allemand. Situé dans une dystopie futuriste, il raconte l'histoire saisissante d'une société fortement divisée entre les riches élites, qui résident en surface dans des gratte-ciel étincelants, et les ouvriers opprimés qui vivent dans des usines souterraines. Le film suit Freder, le fils privilégié du maître de la ville, qui découvre les dures réalités auxquelles sont confrontés les travailleurs, et Maria, une femme charismatique, qui guide les travailleurs vers la révolution. Connue pour son style visuel saisissant, ses décors complexes et son imagerie symbolique, Metropolis dépeint de manière vivante les thèmes de la lutte des classes, de l'oppression industrielle et de l'aliénation humaine. Ses visuels inoubliables, des machines d'usine massives aux robots iconiques Maria, ont influencé des cinéastes de Stanley Kubrick à Ridley Scott. Le réalisateur Fritz Lang et l'écrivaine Thea von Harbou ont habilement tissé ensemble philosophie, politique et images saisissantes, capturant les angoisses d'un monde en modernisation rapide. Au cœur de Metropolis, il y a cet avertissement urgent que l'harmonie sociale ne peut exister sans empathie entre les classes, concluant célèbrement « Le médiateur entre le cerveau et les mains doit être le cœur ». Dans Freeboss sur Mars, malgré des réactions mitigées et des revers financiers lors de sa sortie, le film est maintenant universellement considéré comme une réalisation visionnaire dans le cinéma. Sa représentation sombre mais envoûtante de l'exploitation industrielle, de la lutte des classes et des conséquences potentielles de la technologie non maîtrisée continue de résonner près d'un siècle plus tard, solidifiant Metropolis comme une réflexion intemporelle sur la tension continue de l'humanité entre progrès et moralité. Wings, 1927. Wings, sorti en 1927, n'était pas seulement le premier lauréat de l'Oscar du meilleur film à Hollywood, mais aussi un chef-d'œuvre audacieux et révolutionnaire, surtout lorsqu'il est considéré à travers le prisme du cinéma avant le code. Réalisé par William Wellman, ce drame épique dépeint les dures réalités et les tourments émotionnels auxquels sont confrontés deux pilotes de chasse américains pendant la Première Guerre mondiale, capturés à travers des scènes de bataille aériennes révolutionnaires. Séquence. Ces scènes étaient si innovantes que de vrais pilotes militaires et avions ont été utilisés, offrant au public des séquences de combats aériens incroyablement authentiques. Mais au-delà de ces visuels époustouflants, Wings remettait subtilement en question les normes sociales de l'époque. Il présentait des scènes d'amitié masculine, qui laissaient entrevoir des sous-entendus romantiques. Une représentation de la proximité entre soldats, qui, aujourd'hui, est considérée comme une représentation courageuse.
de sous-texte queer. Ce choix narratif audacieux a suscité la controverse, reflétant la tension de la société autour de la masculinité et de l'amour en temps de guerre. Même Clara Bow, la célèbre It Girl, a repoussé les limites avec son rôle de femme indépendante et vibrante, dont la sexualité était franchement assumée. Bien avant que le code Hays ne s'impose, Wings s'est envolé, tant littéralement que métaphoriquement, osant explorer des thèmes de guerre, d'amour et de perte d'une manière qu'aucun film n'avait osé auparavant. Il reste célébré aujourd'hui pour ses incroyables cascades aériennes, son excellence cinématographique et sa discrète défiance à la censure. Mata Hari, 1931. Mata Hari, avec Greta Garbo, est un film qui a suscité à la fois controverse et fascination avec sa représentation de la séduction et de l'espionnage en temps de guerre. Sorti en 1931, ce film réinvente la vie de la légendaire danseuse exotique et espionne, capturant l'attrait et le danger qui entouraient son mythe. La performance de Garbo est envoûtante, imprégnée d'une intensité magnétique qui suggère à la fois vulnérabilité et passion débridée. Le récit du film tisse une histoire de tromperie, de désirs interdits et des enjeux élevés de l'intrigue internationale. Ce qui rend Mata Hari particulièrement captivant, c'est sa représentation audacieuse de la sensualité. Le personnage de Garbo navigue dans un monde périlleux où la séduction est une arme aussi puissante que n'importe quel armement physique. Les scènes controversées du film, suggestives mais adroitement voilées, défiaient les normes conservatrices de son époque, récoltant à la fois des éloges et des critiques, malgré les réactions négatives de ceux mal à l'aise avec son traitement franc du désir. Le film a touché une corde sensible auprès des spectateurs, prêts pour des représentations plus complexes de la sexualité féminine. Au-delà de son récit provocateur, Mata Hari est célébré pour son style visuel luxuriant et ses décors minutieux, qui évoquent une atmosphère de mystère exotique et de danger. La narration complexe du film invite les spectateurs à remettre en question les frontières entre devoir et désir, héroïsme et trahison. En conséquence, Mata Hari est non seulement devenu un succès au box-office, mais a également consolidé son statut de film culte, inspirant les générations futures à explorer l'intersection du genre, du pouvoir et de l'art de la séduction à l'écran. Les Mains d'Orlac, 1924. Les Mains d'Orlac, un autre film remarquable du cinéma expressionniste allemand. Les Mains d'Orlac plonge dans une exploration cauchemardesque de l'identité, du destin et de la folie. Réalisé par Robert Wiene, qui avait auparavant créé l'iconique Le cabinet du docteur Caligari, ce film d'horreur muet raconte l'histoire glaçante de Paul Orlac, un célèbre pianiste de concert dont la vie sombre dans le chaos après avoir perdu ses mains dans un accident tragique. Dans une tentative désespérée de sauver sa carrière, des chirurgiens greffent les mains d'un meurtrier récemment exécuté sur Orlac, déclenchant une spirale psychologique terrifiante. Orlac est hanté par l'idée que ses nouvelles mains possèdent une volonté propre, le poussant vers la violence. Le réalisateur Robert Wiene, déjà célèbre pour son révolutionnaire Le cabinet du docteur Caligari, amplifie la paranoïa d'Orlac à travers des décors surréalistes, des ombres franches et des distorsions visuelles sinistres caractéristiques du mouvement expressionniste. L'exploration sombre du film de l'identité, de la culpabilité et de la perte de contrôle offre une méditation puissante sur la nature du libre arbitre humain, avec des visuels frappants qui évoquent un sentiment de malaise et de terreur. Conrad Veidt, l'un des acteurs les plus expressifs du cinéma muet, livre une performance inoubliable en tant qu'Orlac, incarnant la lutte interne entre l'homme et la folie, bien que produit il y a presque un siècle. Les thèmes du film, en particulier la peur des expérimentations médicales et la perte du contrôle corporel, l'autonomie, restent étrangement pertinents aujourd'hui, assurant son statut durable de thriller psychologique qui exploite les peurs universelles concernant l'identité, l'autonomie et les conséquences terrifiantes de jouer avec la nature. Babyface, 1933. Babyface est un film emblématique de l'ère pré-code, qui illustre puissamment l'approche sans retenue de l'époque envers la sexualité féminine et l'ambition économique. Avec Barbara Stanwyck, le film se concentre sur Lily Powers, une femme qui s'élève d'un milieu défavorisé, en tirant parti de son charme physique et de son esprit rusé, dans un monde dominé par les hommes, ce qui distingue
Ce qui distingue Babyface, c'est sa représentation sans complexe d'une femme qui utilise la séduction à la fois comme arme et moyen de survie. Le parcours de Lily, marqué par des relations calculées et une manipulation stratégique, a exposé les doubles standards d'une époque qui célébrait simultanément l'ambition masculine, tout en diabolisant l'autonomie féminine. Le récit, plein de scènes provocantes et de sous-entendus, a défié les limites morales imposées par les régimes de censure ultérieurs, car il présentait une héroïne qui défiait les rôles traditionnels de genre et les attentes de la société. Les critiques de l'époque étaient polarisées. Certains admiraient le récit audacieux du film et sa représentation sans phare des dynamiques de pouvoir, tandis que d'autres le dénonçaient comme une atteinte à la décence. Au-delà de sa surface scandaleuse, Babyface sert de commentaire poignant sur l'intersection du sexe, du pouvoir et des opportunités économiques dans l'Amérique de l'ère de la dépression. Son héritage perdure dans les discussions sur les politiques de genre au cinéma, offrant un aperçu d'une époque où Hollywood osait explorer les complexités de l'ambition et du désir sans compromis. En repoussant les contraintes imposées plus tard par le Code Hayes, Babyface demeure une œuvre emblématique qui continue d'influencer les débats contemporains sur la sexualité et l'autonomie à l'écran. Personal Best, 1982. Personal Best a ouvert une voie importante à Hollywood en étant le premier film grand public à représenter ouvertement des relations lesbiennes, ouvrant la voie à des récits plus inclusifs dans l'industrie cinématographique. Sorti en 1982, le film se concentre sur la vie des athlètes féminines, s'immergeant dans leur lutte personnelle et professionnelle tout en explorant les thèmes de l'identité, du désir et des attentes sociétales. En se concentrant à la fois sur la compétition et les relations intimes, le film présentait une représentation nuancée de l'amour lesbien, allant au-delà de la simple suggestion pour célébrer des connexions émotionnelles authentiques. À une époque où les thèmes LGBTQ+, étaient encore souvent relégués aux marges du cinéma, Personal Best a défié les normes en vigueur, en offrant une représentation candide et respectueuse des lesbiennes. Personnage. Sa narration était marquée par un équilibre délicat, infusant le monde énergique du sport avec des moments introspectifs qui exploraient les vulnérabilités personnelles et le désir romantique. Le récit du film n'a pas hésité à aborder les complexités de l'identité, présentant ces personnages comme des individus aux multiples facettes dont l'amour était aussi profond et complexe que toute autre forme de romance. Le cadre athlétique servait de métaphore pour les luttes affrontées par ceux qui osent vivre authentiquement dans une société dominée par des attentes hétéronormatives. Bien qu'il ait rencontré des réactions mitigées de la part des critiques conservateurs, Personal Best a résonné puissamment avec les publics, en quête de représentation et de vérité. Son héritage perdure en tant qu'exemple courageux des premiers efforts d'Hollywood pour repousser les limites, inspirant les films futurs à explorer et célébrer davantage le spectre diversifié des relations humaines. Pandora's Box, 1929. Pandora's Box, réalisé par G.W. Pabst, est un film muet emblématique qui a ouvert de nouvelles perspectives par sa représentation sans concession de la sexualité et des relations taboues. Centré sur le personnage énigmatique Lulu, le film suit une jeune femme dont l'attrait irrésistible et le charme imprudent déclenchent une cascade de tragédies. Le personnage de Lulu est une étude de contradiction. À la fois innocente et dangereusement provocante, elle séduit aussi bien les hommes que les femmes, participant à l'une des premières scènes ouvertement lesbiennes du cinéma. Cette représentation audacieuse était révolutionnaire pour son époque, plaçant Louise Brooks comme une icône culturelle et un symbole de la sexualité féminine libérée. La performance de Brooks, marquée par un mélange captivant de vulnérabilité et de défi, a profondément résonné auprès des publics, notamment dans les communautés queer, qui voyaient en Lulu une figure rare de désir, sans compromis et d'autodétermination. Au-delà de son récit provocateur, Lulu est célébrée pour son style visuel novateur. L'utilisation par le film d'un éclairage expressif, d'une composition dynamique et d'une mise en scène frappante a capturé le monde intérieur chaotique et imprévisible de ses personnages. Son récit, adapté librement des pièces de Frank Wedekind, remet en question les normes sociétales, en interrogeant les contraintes imposées aux femmes par une culture patriarcale. Bien que le film ait d'abord suscité la controverse et reçu des critiques mitigées, il a depuis été reconnu comme une œuvre fondatrice.
dans l'histoire cinématographique. Son influence est évidente dans les explorations ultérieures du genre et de la sexualité à l'écran, et elle continue d'inspirer les cinéastes avec son esthétique audacieuse et son courage narratif. À bien des égards, Loulou reste un témoignage du pouvoir du cinéma à repousser les limites et à susciter des réflexions sur l'identité, le désir et les attentes sociétales. Cette époque moderne, 1932. Ce temps moderne est un film audacieux avec Joan Crawford qui aborde les thèmes provocateurs de la modernité, de l'indépendance et des conflits inhérents à la société contemporaine. Sorti en 1932, le film examine les défis auxquels sont confrontés les individus, en particulier les femmes, alors qu'ils naviguent dans les paysages sociaux changeants du début du XXe siècle. Le personnage de Crawford incarne l'esprit d'une femme moderne, assertive, autonome et n'ayant pas peur de défier les rôles traditionnels de genre. Le récit du film explore comment la liberté personnelle et l'ambition peuvent entrer en conflit avec les attentes sociétales, soulignant les tensions qui surgissent lorsque les valeurs conventionnelles rencontrent des idéaux progressistes. Au fond, This Modern Age critique le paradoxe de la vie moderne. D'une part, il célèbre la nouvelle indépendance et les opportunités offertes par un monde en rapide évolution. D'autre part, il expose la dissonance sous-jacente entre les normes sociales évolutives et l'influence persistante des conventions dépassées. La performance magnétique de Crawford capture ce conflit interne avec une subtilité remarquable. Son personnage est à la fois glamour et profondément en conflit, incarnant à la fois l'attrait et les fardeaux de la modernité. Le film réfléchit également à la commercialisation des relations et aux manières dont les pressions économiques et sociales façonnent les identités personnelles. Avec son scénario incisif et son design de production sophistiqué, This Modern Age reste une exploration fascinante du coût du progrès. Il défie le public de reconsidérer le véritable prix de la modernité, en faisant une œuvre significative et stimulante du canon du cinéma sonore des débuts. Le procès de Mary Dugan, 1929. Le procès de Mary Dugan est un exemple frappant du Hollywood précode, repoussant les limites des thèmes controversés. Le film se concentre sur Mary Dugan, une maîtresse sympathique dont la vie prend un tournant dramatique lorsqu'elle se retrouve accusée de meurtre. À une époque où les personnages féminins étaient généralement confinés à des rôles de pureté et de vertu, le personnage de Mary défie les attentes en incarnant la complexité, la vulnérabilité et l'ambiguïté morale. Sa situation difficile, naviguant les répercussions légales et sociétales de ses choix personnels, défie les contraintes de la moralité traditionnelle et invite le public à éprouver de l'empathie pour son sort plutôt qu'à la condamner sans appel. Ce choix narratif audacieux a suscité une controverse significative lors de sa sortie. Notamment, le film a été purement et simplement interdit à Chicago, une décision qui reflète les tensions profondes entre l'expression artistique et les valeurs conservatrices pendant cette période. Les critiques et les censeurs ont été troublés par la représentation franche de la sexualité d'une femme et l'examen brutal de l'infidélité et de la trahison. Plutôt que de diaboliser Mary, le film la dépeint comme une personne aux multiples facettes prise dans un réseau de circonstances, remettant ainsi en question l'équité du jugement sociétal. Le drame judiciaire du récit sert de microcosme des conflits culturels plus larges, mettant en lumière les doubles standards omniprésents concernant le genre et la moralité. Bien que The Trial of Mary Dugan ait pu s'effacer de la mémoire collective, son héritage perdure comme un témoignage des prises de risques créatives d'une époque d'expérimentation cinématographique. Des risques qui ont ouvert la voie à des portraits plus nuancés de femmes et à des récits moraux complexes dans les années suivantes. Je ne suis pas un ange, 1933. Je ne suis pas un ange reste l'un des films les plus emblématiques de Mae West, confrontant audacieusement les doubles standards du sexe prénuptial et l'hypocrisie sociale durant les débuts du cinéma parlant. Sortie en 1933, cette comédie spirituelle et rythmée voit West dans un rôle à la fois sensuel et sarcastique, défiant la rigidité morale imposée par les critiques et les censeurs. Dans le film, West incarne une femme charismatique et sûre d'elle qui gère ses relations selon ses propres termes, utilisant avec aisance l'humour et le charme pour défier les attentes traditionnelles du comportement féminin. La sexualité sans complexe de son personnage.
Et son attitude candide envers le désir contrastait vivement avec les représentations plus aseptisées, typiques de l'époque. La performance de Mae West n'est pas simplement un exercice de flirt. C'est un commentaire délibéré sur les normes morales inéquitables qui jugeaient différemment les hommes et les femmes. Tandis que les exploits sexuels des hommes étaient souvent célébrés ou excusés, les femmes qui poursuivaient leur passion sans retenue faisaient face à une censure sévère. À travers des répliques pleines d'esprit et des scènes provocantes, West dévoile l'hypocrisie d'une société qui désire et condamne en même temps la sexualité féminine. Le scénario intelligent du film, associé à la présence magnétique de West à l'écran, a résonné auprès du public, contribuant à son statut durable d'icône culturelle. Je ne suis pas un ange a finalement servi à la fois de divertissement et de protestation subtile contre une société qui exigeait la conformité, soulignant le pouvoir transformateur du cinéma pour remettre en question et remodeler les normes sociales. Hell's Angels. Hell's Angels, réalisé par Howard Hughes et mettant en vedette Jean Harlow dans l'un de ses rôles décisifs, se présente comme une exploration audacieuse de la passion et du danger en temps de guerre. Sorti en 1930, le film est renommé pour ses valeurs de production extravagantes et sa représentation sans compromis des réalités brutales de la Première Guerre mondiale. Avec des séquences de batailles aériennes épiques et des paysages grandioses, le film a capturé le chaos viscéral de la guerre. Pourtant, ce qui le distinguait, c'était sa représentation sans complaisance de la sexualité en temps de guerre, un sujet qui a suscité la controverse à une époque où les sensibilités prudes dominaient souvent l'écran. Hughes a repoussé les limites en entrelaçant des scènes de combat intenses avec des moments d'intimité humaine brute. La représentation des relations dans le chaos du film était à la fois audacieuse et subversive, remettant en question le récit conventionnel qui séparait les horreurs de la guerre des plaisirs de la romance. Jean Harlow, dont la présence à l'écran illuminait chaque scène, jouait une femme dont l'attrait et l'indépendance entraient en conflit avec les attentes rigides de l'époque. Les flirts et les rencontres passionnées de son personnage étaient considérés comme provocateurs, suscitant des débats sur le rôle de la sexualité dans les films sur fond de conflit mondial. Malgré, ou peut-être en raison de sa controverse, Hell's Angels a captivé le public avec son mélange de spectacle, d'émotion et de défis. Le film n'a pas seulement redéfini les films de guerre par son génie technique et ses thèmes audacieux, mais il a également ouvert une fenêtre à des explorations plus nuancées du désir et de l'intimité en temps de turbulence, laissant un héritage durable dans l'histoire du cinéma. Femme aux cheveux rouges. Femme aux cheveux rouges est une comédie vibrante et osée qui incarne l'esprit de l'Hollywood d'avant le code en renversant les attentes conventionnelles de genre. Avec en vedette une performance éblouissante de Jean Harlow, le film se concentre sur une femme rousse fougueuse qui navigue à travers une série d'escapades séduisantes et de manœuvres sociales habiles. Avec son récit enjoué mais incisif, Red-Headed Woman tourne en dérision l'hypocrisie d'une société qui cherche à réguler le désir féminin tout en se délectant secrètement de son spectacle. Les dialogues spirituels et l'humour audacieux du film défiaient les normes restrictives de l'époque, en célébrant la liberté sexuelle et l'émancipation féminine. Le personnage de Harlow dégage confiance et charme, utilisant son allure pour naviguer dans les eaux périlleuses de la romance et du commerce d'une manière à la fois divertissante et subversive. Le contenu provocateur du film, allant de choix vestimentaires audacieux à des situations suggestives, a suscité la controverse parmi les spectateurs conservateurs et les censeurs. Cependant, il résonnait aussi avec les spectateurs qui étaient avides de récits embrassant la modernité et les complexités du désir humain. Red-Headed Woman fournissait non seulement un contrepoint rafraîchissant aux productions aseptisées des décennies suivantes, mais contribuait également au changement progressif vers des expressions plus libérées de la sexualité au cinéma. Son héritage en tant que commentaire social audacieux, mais incisif, perdure, le marquant comme une œuvre fondamentale qui célèbre le pouvoir et la vitalité d'une femme n'ayant pas peur de briser toutes les règles. Possessed, avec Joan Crawford, est un film qui a suscité un débat important pour son portrait provocateur d'une femme considérée comme une femme entretenue dans une société prompte à juger. Sorti en 1931, le film plonge dans la vie d'une femme sophistiquée et énigmatique, P.R.,
protagoniste, dont le mode de vie non conventionnel défie les codes moraux rigides de son époque. La performance de Crawford est nuancée et captivante. Elle incarne une femme dont les désirs personnels et les luttes sont rendus avec un réalisme saisissant qui ébranle les notions traditionnelles de féminité et de vertu. Le récit du film se concentre sur les enchevêtrements amoureux et les attentes sociétales, critiquant les doubles standards qui permettaient l'infidélité masculine tout en condamnant les femmes pour un comportement similaire. Possessed présente sa protagoniste comme une personne complexe, contrainte dans une position précaire par une société qui à la fois la désire et la diabolise. L'histoire se déroule comme un drame judiciaire entrelacé avec une rédemption personnelle, incitant les spectateurs à remettre en question l'équité d'un système qui défend des idéaux superficiels de bienséance. La performance de Crawford, marquée par une profondeur émotionnelle et une défiance nuancée, transforme le film en une subtile condamnation de l'hypocrisie sociale. Bien que controversé à son époque, Possessed a perduré comme un témoignage de la volonté du cinéma précoce de confronter des vérités inconfortables sur les rôles de genre et les limitations morales imposées aux femmes. Son héritage est celui de défier les conventions et d'ouvrir la voie à des représentations plus honnêtes et complexes des personnages féminins à Hollywood. Call Her Savage, 1932. Call Her Savage marque un moment charnière dans le Hollywood des débuts, avec le retour audacieux de Clara Bow sur le devant de la scène après une dépression nerveuse largement médiatisée. Dans ce film de retour controversé, Bow incarne une femme dont l'indépendance farouche et l'énergie émotionnelle brute reflètent la perception conflictuelle que le public a de sa personnalité réelle. Le récit se concentre sur un personnage déterminé à retrouver son identité, dans une société qui considérait souvent les femmes non conventionnelles comme imprudentes ou instables. L'intrigue du film explore habilement des thèmes tels que la santé mentale, les attentes sociétales et la lutte pour la réinvention personnelle face à l'examen public. Clara Bow, autrefois saluée comme l'incarnation de la garçonne et un symbole de la jeunesse libérée, utilise sa performance dans Call Her Savage pour exprimer à la fois vulnérabilité et force inébranlable. Son interprétation défie la stigmatisation de la maladie mentale en révélant la complexité derrière sa crise. Une situation née de la pression incessante de la célébrité et des normes sociales. Le récit provocateur du film et son style visuel audacieux ont offert à Bow une plateforme pour démontrer que la résilience et la défiance pouvaient coexister, même à l'ombre d'un tumulte personnel. Les critiques de l'époque étaient partagées. Certains ont loué son énergie brute et authentique, tandis que d'autres étaient déconcertés par sa démonstration d'émotions sans filtre. Néanmoins, Call Her Savage reste un élément essentiel de l'histoire du cinéma. Il encapsule non seulement la transition d'une star bien-aimée récupérant son pouvoir, mais sert également de commentaire plus large sur les pressions auxquelles les femmes étaient confrontées dans le Hollywood des débuts, ouvrant la voie à des représentations plus nuancées et réalistes des luttes mentales et émotionnelles au cinéma. Le chanteur de jazz, 1927. Le chanteur de jazz a révolutionné le cinéma en étant le premier long-métrage à intégrer un dialogue synchronisé, marquant l'avènement du cinéma parlant. Sorti en 1927 et réalisé par Alan Crosland, le film raconte l'histoire de Jackie Rabinowitz, un jeune homme déchiré entre les traditions de sa famille juive immigrée et l'attrait du divertissement populaire, avec Al Jolson en vedette, dont la performance dynamique a captivé le public. Le film a mélangé paroles et chansons d'une manière jamais vue auparavant, modifiant à jamais les conventions de la narration cinématographique. L'introduction du son dans le chanteur de jazz a transformé tous les aspects de la production cinématographique, des styles de jeu et partitions musicales aux innovations techniques, dans l'enregistrement et le montage sonore. Le succès du film a incité les studios du monde entier à investir dans la technologie sonore, éliminant progressivement les films muets. Son approche révolutionnaire signifiait également que les cinéastes devaient relever de nouveaux défis artistiques. La livraison des dialogues, les effets sonores et l'intégration musicale sont devenus des éléments cruciaux de la structure narrative. Au-delà de ses réalisations techniques, The Jazz Singer abordait des thèmes d'identité et de conflits culturels, reflétant les tensions entre tradition et modernité. Le film a profondément résonné avec un public avide d'innovation et d'authenticité, même s'il a suscité des débats sur sa représentation de stéréotypes ethniques. Aujourd'hui, The Jazz Sing,
Le chanteur reste célébré non seulement comme une merveille technique, mais aussi comme une étape culturelle qui a préparé le terrain pour l'évolution dynamique du cinéma, influençant des générations de cinéastes et changeant à jamais l'art de raconter des histoires à l'écran. Patch of Blue. Patch of Blue se distingue comme une œuvre majeure du cinéma américain pour sa représentation novatrice des relations interraciales à une époque où de telles représentations étaient rares et souvent controversées. Sorti en 1965, le film se concentre sur l'amitié improbable et la romance naissante entre une femme blanche aveugle et un homme noir, remettant en question les barrières raciales enracinées de l'Amérique du milieu du XXe siècle. À travers son récit émouvant, le film expose les préjugés profondément enracinés qui divisent la société tout en prônant l'empathie, la compréhension et le pouvoir transformateur de la connexion humaine. Le protagoniste du film, dont l'innocence et la vulnérabilité suscitent de fortes réponses émotionnelles, devient un symbole d'espoir et de changement. La relation dépeinte dans Patch of Blue est tendre mais défiant, capturant la tension entre les attentes sociétales et le désir universel d'amour et d'acceptation. Son récit se déroule sur fond d'une société ségrégée, où la lutte des personnages pour la dignité et l'égalité reflète des questions plus vastes de droits civiques. La direction sensible et les performances puissantes garantissent que l'histoire transcende son contexte immédiat, résonnant avec le public comme une exploration intemporelle de l'amour, surmontant l'adversité. Les critiques louent le film pour sa représentation honnête des tensions raciales et son engagement sans faille à défier la discrimination. En présentant une romance interraciale avec profondeur et nuance, Un coin de ciel bleu a contribué à ouvrir la voie à de futures explorations cinématographiques de la race, de l'identité et de la justice sociale, marquant un moment significatif dans l'évolution de la narration cinématographique américaine. Bonnie et Clyde. Bonnie and Clyde est largement reconnu pour son audacieuse indifférence aux normes restrictives du Code Hayes, ouvrant une nouvelle ère de liberté cinématographique à la fin des années 1960. Sorti en 1967 et réalisé par Arthur Penn, ce film raconte l'histoire du célèbre couple de hors-la-loi dont les exploits violents ont captivé l'imagination d'une génération désillusionnée par les normes morales conventionnelles. En représentant audacieusement une violence graphique, la sexualité et un esprit rebelle anti-establishment, Bonnie et Clyde ont défié les représentations aseptisées qui avaient dominé Hollywood pendant des décennies. Le récit du film mêle romance, crime et tragédie, créant un mythe captivant de la vie de hors-la-loi moderne qui a profondément résonné auprès des spectateurs. Sa narration innovante, caractérisée par un montage rapide, des images percutantes et une bande sonore qui amplifiait son énergie brute, s'est libérée des contraintes des règles de censure précédentes. En conséquence, les réalisateurs ont été encouragés à explorer des thèmes plus sombres et plus complexes sans craindre de représailles des censeurs. Bonnie et Clyde n'ont pas seulement redéfini le genre criminel, mais ont également catalysé un changement culturel plus large vers des représentations plus réalistes et provocantes de la violence et de la sexualité dans le cinéma. Les personnages de Bonnie et Clyde sont devenus des symboles de rébellion juvénile et de quête de liberté dans une société marquée par le conformisme. En ignorant les règles rigides du Code Hayes, le film a ouvert la voie à un système de classification moderne, modifiant fondamentalement la relation entre Hollywood et son public. Son influence durable est évidente dans l'exploration continue des récits d'anti-héros et l'évolution de la narration cinématographique au cours des décennies suivantes. Certains l'aiment chaud. Certains l'aiment chaud, réalisé par Billy Wilder, reste l'une des comédies les plus emblématiques à défier les contraintes du Code Hayes. Sorti en 1959, ce film mélange audacieusement l'humour, la farce et une touche d'insinuation osée, repoussant efficacement les limites de ce qui était considéré comme acceptable dans le cinéma grand public à l'époque. Le récit suit deux musiciens qui, après avoir été témoins d'un assassinat par la mafia, se déguisent en femmes et rejoignent un groupe exclusivement féminin. Leur charade élaborée conduit à une série de situations comiques, d'enchevêtrements romantiques et de rebondissements inattendus, qui font rire le public tout en remettant subtilement en question les normes de genre. Ce qui rend certains l'aiment chaud particulièrement significatif, c'est son approche audacieuse des sujets tabous.
Des sujets tels que le travestissement et l'ambiguïté sexuelle implicite, qui étaient rarement explorés de manière aussi ouverte sous les directives oppressives du code de production. L'esprit vif de Billy Wilder et sa maîtrise de la narration ont non seulement offert au public une escapade hilarante, mais ont également marqué un tournant dans les sensibilités cinématographiques. Le scénario astucieux du film, les performances mémorables, notamment de Marilyn Monroe et Tony Curtis, et son énergie contagieuse ont contribué à en faire un classique intemporel. Son audace narrative a ouvert la voie à des expressions plus libérées de la sexualité et de l'humour dans les films qui ont suivi, marquant un tournant dans l'histoire d'Hollywood. Même des décennies plus tard, certains l'aiment chaud, est célébré pour son mélange harmonieux de comédie et de commentaires social, prouvant que le rire peut être un outil puissant pour défier les normes sociétales et les contraintes de censure. Qui a peur de Virginia Woolf? 1966. Qui a peur de Virginia Woolf? Se tient comme un film monumental qui a audacieusement défié les limitations du code de production et redéfini la narration cinématographique dans les années 1960. Réalisé par Mike Nichols et sorti en 1976. Le film est une exploration sans complaisance des désaccords conjugaux, de l'illusion face à la réalité et des effets corrosifs des ressentiments profondément enracinés. Adapté de la pièce révolutionnaire d'Edward Albee, il suit un couple amer et dysfonctionnel dont les échanges souvent acerbes révèlent une douleur et une désillusion profondément enracinées. Le dialogue brut et non aseptisé, ainsi que les dynamiques intenses des personnages, ont défié les récits cinématographiques traditionnels et suscité des débats passionnés parmi les critiques et le public. En ignorant les normes aseptisées des décennies précédentes, Qui a peur de Virginia Woolf? Ouvert la porte à des récits plus complexes et adultes dans le cinéma grand public. Le langage explicite du film, son intensité psychologique et la représentation sans phare des relations humaines imparfaites constituaient un défi direct aux règles de censure rigides du passé. Son impact fut si profond qu'il contribua de manière significative au développement d'un système de classification des films modernes, remplaçant le code de production dépassé et restrictif. Elizabeth Taylor et Richard Burton offrent des performances magistrales qui capturent l'interaction volatile, souvent douloureuse, de l'amour, de la haine et du désespoir, assurant ainsi au film le statut de classique intemporel. Aujourd'hui, Qui a peur de Virginia Woolf? Est célébré non seulement pour son mérite artistique et son audace thématique, mais aussi pour son rôle dans l'avènement d'une nouvelle ère de liberté cinématographique et de